Les amis, chers entrepreneurs, chers travailleurs, chers chômeurs, chers demandeurs d'emploi, chers entrepreneurs, payeurs d'impôts, non payeurs d'impôts, ayant envie de revenir de Dubaï parce qu'il y a des bombes, citoyens français, forchure, Ralid. Bonjour. Bonjour. Ou peut-être Rachid, parce que des fois tout le monde confond. Les amis, c'est très drôle. À chaque fois, les gens ils disent « Ah oui, alors j'ai vu avec Rachid. » Ça s'appelle Ralid, les gars. Arrêtez. D'ailleurs, vous avez vu dans le titre de la vidéo, pour que les gens comprennent vite, on a écrit ton nom en phonique, pour que les gens comprennent. Mais on va vous mettre tout de suite comment ça s'écrit Ralid. Kilo, Hector. Les amis, aujourd'hui, petite vidéo. Bah là, déjà, on est dans le hangar du Seigneur. Franchement, il est énervé le hangar, les gars. Parce que nous, on l'a découvert, ce hangar-là, avec des monticules de merde, d'arbres. Donc, on a déjà tout rempiré pour cette petite vidéo aujourd'hui et d'autres petites intros qu'on va tourner pour ma petite chaîne principale. On a exposé les voitures ici. Et puis, cet après-midi, on va passer notre après-midi à les laver, les nettoyer, les ramener, passer faire le plein d'essence parce que, mine de rien, les allers-retours, etc. Donc, en tout cas, les avoir là pour quelques heures, c'est vraiment stylé. Ça fait un beau line-up, comme on dit, chez les car spotters. Comment ça va, Ralid? Ça va et toi? Ça va et toi? Toujours, moi. Oui, je sais. C'est laquelle t'as préférée? J'ai pas deux préférés, j'ai plein de préférés. Bah de toute façon, je sais que c'est soit M5, soit M3 G80, soit RS3, soit RS6. Non, pas RS3, je l'ai déjà eu d'ailleurs. Ah bah excuse-nous. Alors, le X3M peut-être? Ah bah non, il l'a déjà eu. Non, je sais pas, ouais, M3 G80, j'aime beaucoup, alors RS6, ouais. Ah, celle-là, elle est vraiment énervée. Hein. Et la config, elle est dingue en plus. Ouais, la config est dingue. Et la RS6, parce que bah, ça a toujours été la caisse qui nous a fait rêver depuis tout petit. Bon les potes, ça fait pas mal de temps que vous nous dites dans les commentaires, mais Ralid c'est qui? Comment? Qu'est-ce qu'il fait? Comment vous êtes rencontrés, etc. Il y a des gens qui pensent qu'on se connaît depuis peu de temps, qu'on travaille ensemble depuis peu de temps. On se connaît depuis en fait vraiment longtemps. On va tout vous expliquer, on va se retrouver dans le salon du château, les amis. Ouais. On n'a pas présenté encore, mais c'est l'occasion de vous montrer des petites parties que vous n'avez pas encore vues. On va se poser dans deux petits sièges magnifiques et on va vous raconter son histoire, sa vie, comment on s'est rencontrés, etc. les amis, avant de se retrouver dans le château, comment participer à ce petit concours. Vous pouvez gagner soit toutes les BMW M, de la 1M à la M8, oh là là, la belle M8, ou de la A1 S1. Alors il y a des gens dans les commentaires, ils ont dit « Oh la 1, c'est quoi et tout ?» Mais il y a des gens qui connaissent pas les gars, mais c'est vraiment très rare. Une S1 Quattro, 4 motrices, 400 chevaux, c'est vraiment hyper rare. Donc de la A1 à la A7, tout évidemment en RS avec beaucoup de puissance. Pour participer, bah, c'est comme d'habitude, soit le petit t-shirt tout seul du pack 1, soit le pack numéro 2, où il y a des autocollants en plus, ça vous donne deux fois plus de participation. Vous avez le pack numéro 3, qui vous donne pas 3 participations, mais 4, où dedans vous avez le magazine La Boiserie, le off de tout notre travail, nos entreprises, nos groupes, nos vidéos, et puis 4 participations pour ce magnifique petit concours. Ce qu'on a fait, on a d'ores et déjà, avant même d'attendre, comme on avait fait les années précédentes, rajouté des vidéos pour les créateurs de contenu. Mais le X3M avec le moteur de la M4 et le RSQ3 que vous voyez juste ici, c'est deux véhicules qui sont faits pour créer du contenu. C'est pour ça que toutes les autres, c'est des coupés, des berlines, des breaks, des voitures, on va dire, de sport. Et là, on a voulu mettre deux SUV pour les créations de vidéos. Donc, tous ceux qui vont vouloir créer des vidéos autour du RSQ3, autour du X3M, ou des deux en même temps, l'un ou l'autre, c'est comme vous voulez, mais vous allez pouvoir créer du contenu, les amis, et gagner ces voitures-là. Donc vous pouvez maximiser vos chances de gagner en participant au concours et en plus en créant une vidéo, vous aurez plus de chances de gagner de voitures. Tout est réécrit en description les amis sur notre petit site internet si vous voulez sécuriser votre place pour faire partie de ceux qui vont venir ici récupérer leur bolide les gars. La-boiserie.fr les potes, tout est écrit dessus. Maintenant on se retrouve dans le château pour parler de notre rencontre, de l'histoire, du travail et que ce que fait Ralid. Les amis, nous voilà dans le petit salon du château. Cette fois-ci, on a choisi devant une belle cheminée que l'on va rénover. Parce que je sais pas si t'as vu ici, il manque un petit appendice. Oui. Que d'ailleurs tu as ramené chez toi. Que j'ai ramené dans l'autre château pour être sûr qu'il disparaisse pas, qu'on n'ait pas... Voilà, pour que les gens comprennent, les amis. Ce château, c'était un truc très compliqué. On fera un sujet sur la chaîne secondaire, on est déjà dessus. Mais on fera un sujet très complexe où on rentrera dans les détails. Mais ça a été très compliqué de l'avoir. Ça a mis beaucoup de temps. Et en fait, j'ai enchaîné direct après l'échec du premier château. En fait, ça a mis vraiment genre
quelques jours, semaines. Ouais, la transition, c'est vraiment fait de vite. Hein. C'est un concours de circonstances en fait. Hein. Ce château-là que je voyais depuis des années. Hein. Et là, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, j'ai envie de comprendre. Et j'ai été comprendre et c'était une affaire très compliquée sur laquelle je reviendrai plus tard, les amis. Et donc, je fais ça parce que vu que mes cousins qui habitent déjà le château, parce que, évidemment, vous imaginez bien qu'un château comme ça, avec un endroit pareil, on a déjà des gens de notre famille qui vivaient dans l'autre château et qu'on a rapatrié ici. Et donc, vu que c'est un château qui est déjà habitable, on ira voir plus tard les chambres et tout ça. C'est vraiment magnifique, c'est la folie. Et donc, j'ai déjà 2 personnes de ma famille qui habitent là. Et je sais que c'est vraiment le genre de prendre ce truc-là et dire « Oh, il y a un caillou qui traîne, qui est moche. » Et en fait, il m'a envoyé en l'air un truc qui a 150 ans, qui a été taillé à la main dans le marbre. Donc, j'ai évidemment gardé ça. On a plein d'endroits comme ça. La magnifique plaque de cheminée, mais qui est absolument incroyable, qui est fissurée au milieu. Je pense que ça sera un sujet de vidéo aussi, de la démonter, de la repeindre, peut-être de la ressouder par derrière, de la repositionner, enfin voilà. En tout cas, là n'est pas le sujet, les amis. Maintenant que vous avez vu les voitures préférées de rallye du concours, les amis, dites-moi dans les commentaires d'ailleurs quelle est la préférée que vous avez chez les M et chez les RS. Je suis curieux d'avoir. Bon, Ralid, explique-nous, je pense qu'il faut parce que nous on peut parler pendant 8 ans. On adore, les gars, faire des débats philosophiques avec Ralid sur un sujet. Des fois on a dit ce soir on traite un sujet et ça dure très longtemps. Explique déjà, je sais pas, dès le départ de manière chronologique, que les gens comprennent comment on se connaît, comment on s'est rencontrés, qu'est-ce qu'on fait par là, comment on en est venu à bosser ensemble, ouais. etc. Il est trop content de sa blague. Il y a Yanaël qui fait des blagues sexuelles derrière et nous on est très réceptifs. Donc c'est compliqué pour nous. Comment on s'est connus ? Il y a eu deux. En fait, on s'est connus 2 fois. Ouais. C'est bizarre de dire ça, mais on s'est connus 2 fois. Il y a une première dont t'as un très bon souvenir. Moi, j'en ai un vague souvenir. Et la deuxième, je me rappelle très très bien parce que c'était en 2016, je crois. T'en as un vague souvenir et tu te rappelles quand même que j'étais avec mon daron ? Oui. En fait, je me souviens pas que c'est toi, mais je me souviens quand tu me racontes cette histoire qu'il y a un petit avec son père qui vient, qui me demande où j'ai acheté ma moto, parce qu'en fait, ça arrivait devant chez moi. Je faisais de la petite dirt que Lucien a fini par avoir aussi. On a eu la même, ouais. La 107 et Nosport. Et j'ai un souvenir que tu me racontes. J'ai l'impression d'avoir vécu ce truc-là où il y a quelqu'un qui vient, qui me demande c'est quoi cette petite moto, il est avec son fils et il me demande où je l'ai acheté, je lui explique que c'est Arkamat et tout, qu'on sait. Ouais, moi c'est, oui, en fait 107 et Nosport, c'est vraiment un truc qui a marqué toute notre vie à plusieurs jeunes. C'est Vincent, il avait la même que moi en rouge, moi j'avais la orange et toi t'avais la bleue. Et en gros, mon père il m'avait acheté une Pocket, une vraie petite Pocket Cross que j'ai toujours, qui est d'ailleurs actuellement chez TCQR. Et qui a été réparée. Qui a été rénovée par TCQR, donc faut qu'on aille la chercher chez eux. Et donc cette Pocket qui représente énormément pour moi, c'est pour ça que je lui ai fait beaucoup confiance et c'est à TCQR, et puis ça peut être un beau sujet de vidéo, ça me touche vraiment. Comme cette montre d'ailleurs, on en reparlera peut-être plus tard, mais qui était celle de mon père. Quand je suis né, mon père la portait et tout, ça m'a trop fait plaisir, je vous en parlerai plus sur ma chaîne peut-être principale. J'ai eu, mon père avec la BX, un jour on voit un gamin avec une dirt par chez nous. Mon père il s'arrête et il vient, et je me rappelle, il pose des questions à Ralid en disant mais t'as une dirt, alors c'est quoi le moteur, machin, c'est quoi le truc, moi je voudrais prendre la même et tout. Puis Ralid il répond, il parle, et moi il y avait un truc qui m'avait choqué, c'est qu'au milieu de la plaque de cross t'avais une ampoule qu'on met dans les salles de bain. Oui, un spot. Un petit spot. Mais tu sais pourquoi ? Et je m'en rappelle, tu te rends compte, donc t'as vu, T'as une très très bonne mémoire, ouais. Mais tu sais pourquoi il y avait un spot ? Parce qu'en fait cette moto là, ça faisait 2-3 ans que je l'avais, en fait elle avait été volée pendant qu'on était en vacances. Et en fait ils l'ont retrouvée et les mecs avaient complètement changé plein de trucs. Genre la selle, ils avaient mis un foulard. C'était plus une selle genre ils avaient mis un tissu par-dessus. C'est une sorte de tissu foulard. Devant, ils avaient changé, ils avaient fait passer des fils et tout pour mettre de la lumière et tout. Et quand on l'a récupéré, donc t'as dû la voir après, je me la suis fait voler. Et toi, t'étais à ton portail comme ça avec la petite moto. Et je me rappelle, un jour, on se fréquente 10-15 ans après avec Ralid. Et un jour, il m'emmène chez lui. Et là, il y a un flash. Je me dis, mais mec, on s'est déjà vu il y a 15 ans, gros. Ouais. Avec mon père, je suis venu, t'avais une dirt bleue. Ouais. Il me dit, ah, oui. Et c'est comme ça que qu'on s'est vu la première fois. On devait avoir 10-12 ans. En fait, on s'est revus parce que moi j'ai acheté une moto à Dijon, une R6N, une Kawasaki R6N. Et c'était une moto que j'avais achetée dans une moto-école. Et en gros, ils avaient des protections, tu sais, là, des protections toutes moches pour que quand ils tombent, ils cassent pas la moto. Et moi, je trouvais ça affreux, donc j'ai dit, il faut que je les enlève. Je vais chez Kawasaki, je me dis, faut que je demande à un commercial, est-ce qu'ils ont des poignées à vendre et tout. Et je tombe sur Lucien, en fait. Et je me rappelle, ça m'a marqué. Il m'a dit non mais frérot, casse-toi d'ici, on va t'allumer. Je me suis dit attends, mais il fait pas son job de commercial lui, au lieu de me cloquer des protections, des poignées. Il m'a dit en vrai, trouve ça sur le bon coin. Et putain, je suis reparti, je me suis dit putain, il est super sympa le mec quoi. Et puis le soir, je crois qu'il y avait un match ou un truc comme ça, j'allais regarder ça à la chicha. Et toi t'étais devant. Et quand je suis arrivé, on s'est croisés et on s'est regardé en mode
tu me dis quelque chose, on s'est déjà vu, puis tu m'as dit, ah mais non, c'est juste après. Parce qu'en fait, pour ceux qui se disent putain, Lucien, comment ça se fait qu'il a fait ça? En fait, c'est les motos de moto-école, elles ont un espèce d'arceau cage qui part du guidon et qui va jusqu'à la tête de phare. Et donc, du coup, en fait, des fois, soit ils modifient le guidon, soit il y a vraiment plus du tout d'embout de guidon, ils coupent la poignée de gaz et tout. Ils voulaient prendre les embouts de poignée Kawasaki d'origine avec une poignée de gaz, avec des revêtements d'origine. Et je lui ai dit, bah, prends en accessoire parce que ça va coûter 10 fois trop cher. Et c'est vrai que ça va vite en pièces d'origine. Ah bah là, il y en avait pour un petit billet. Et donc, le soir, j'avais pris une Z1000. T'avais une Z1000, exactement, parce que l'image que j'ai, c'est que j'arrive devant la chicha et je vois un mec allongé sur sa Z1000. Et je t'avais jamais vu avant d'ailleurs, c'est bizarre. J'avais pris une moto de démo du magasin de chez Kawa et j'avais roulé c'était la nouvelle Z1000 Sugomi qui était sortie en 2015. Et donc on s'est connus comme ça. Puis on est rentré, en fait, on a commencé à discuter, on s'est rendu compte qu'en fait on avait tous les deux la voiture, la moto, et qu'on habitait à 4 minutes l'un de l'autre. En fait, à chaque fois que dans ma forêt, à l'ancienne, j'entendais une motocross, je montais sur ma moto pour me dire, putain, il y a enfin un copain avec qui je vais pouvoir faire de la moto. Sauf que je cherchais, j'écoutais, sur une levée comme ça, j'écoutais, je entendais un bruit de moto, je repartais, je le cherchais, et lui il faisait pareil en fait. Et on a compris des années après qu'à chaque fois qu'on entendait un bruit de moto, on essayait de se trouver et qu'on s'est jamais trouvé. Je me revois partir, faire 500 mètres, me mettre sur la levée, éteindre le moteur, écoutez, c'est par là-bas. Je repars, je réécoute là-bas. J'entends plus. Et t'es déjà parti. Et c'était lui, incroyable. Donc voilà comment ça s'est fait. Et puis ensuite, bon, pour pas vous parler de ça, les amis, pendant 1000 ans, parce que le but c'est d'expliquer aussi ce que fait Rally d'aujourd'hui, comment il a commencé, etc. On a sympathisé, et donc en fait on se connaît depuis vraiment, on traîne ensemble, on est potes depuis 2015, quoi. Donc, ça fait 11 ans. Ça fait 11 ans. Et à cette époque-là, ouais, non, en fait, moi, quand je t'ai rencontré, t'étais encore chez Kawasaki, t'étais pas encore sur YouTube, t'étais pas sur Snapchat non plus, je crois. Non, bah non. Tu commençais tout juste à faire 2-3 conneries sur Facebook, je crois, à l'époque. Ouais. Mais c'était vraiment les prémices, le tout début, quoi. Ou alors peut-être d'abord sur Snap, parce que j'avais commencé par Snap. ben Donc peut-être le tout début de Snap, mais c'était vraiment le début, parce que moi j'ai vraiment commencé en 2017, et c'est fin 2017 que j'en ai tiré 70 € par mois de salaire, quoi. Mais il y avait eu des tout premiers trucs en 2016, peut-être, fin 2016, mais nous on s'est vraiment rencontrés en 2015, donc on est devenus potes. Voilà, pour les petits détracteurs qui disent, ah Rally, regardez, c'est son copain depuis qu'il a plein de sous, Lucien. Et on se connaissait, il était plus riche que moi. Et j'avais déjà pas beaucoup d'argent. Il avait déjà pas beaucoup de sous. Ouais, non, c'est vrai, on s'est connus en 2015. Bah, 2015, 2016, moi je partais à cette époque-là en master à Nantes. Je faisais la transition licence de physique à Angers et je partais en master de physique à Nantes. J'étais étudiant, c'était la merde. On n'avait pas de sous à cette époque-là. Ouais, c'est clair. Et il y a beaucoup de vidéos que Khalid, il nous tenait les caméras, etc. Donc il y a beaucoup de vidéos de l'époque de Babas où il était là, Khalid. Il a toujours été là. C'est juste que à cette époque-là, je voulais pas du tout être devant la caméra. Bah oui, à l'époque, on faisait nos vidéos où on roulait, etc. Khalid était toujours avec nous, en fait, mettre de l'autre côté de la caméra. Et donc, c'est les années où t'as fait des études, après t'as travaillé en centrale nucléaire, etc. Est-ce que tu peux nous retracer un peu ton parcours? Bah, mon parcours il est un peu particulier parce qu'à la base, moi je suis un cassos à l'école. 6ème, 5ème, 4ème, je sais même pas comment ça se fait qu'ils me font passer, mais en vrai, je mérite de redoubler 56 fois, quoi. Et t'as eu ton oral en 4ème, non, ça? On faisait des oraux, non? Ouais, au brevet de collège. Mais moi, je fais 6ème, 5ème, 4ème. Mais en fait, si tu veux, à chaque fois, ils veulent me faire redoubler, mais il y a que le prof de maths qui dit, mais on peut pas faire redoubler quelqu'un qui a 18 ans en maths. Et c'était la seule matière, en fait, où j'aimais bien et j'avais des fâchés. Tu vois, tu t'arrives pas à l'expliquer. Bah, comme moi en mécanique. Bah, voilà, sauf que moi, c'était la mécanique, quoi. Bah ouais, mais on a chacun notre domaine où ce qu'on est très bon, tu vois. Moi, c'était les maths, toi, c'était la mécanique, tu vois. Putain, les maths, mais moi, j'ai l'impression que c'est des ovnis, les gens qui sont forts en maths. Et donc, ils voulaient me faire redoubler. Et donc, arrivé en 4ème, ils ont dit, ouais, cette fois-ci, on va faire doubler, tu vois, ça suffit, tu vois. C'est le prof de maths, à chaque fois, il le défend, mais il est nul en physique, il est nul dans tout le reste, tu vois, en français, en art plastique, en flûte, tu vois. Et donc, ils me font redoubler en 4ème. Toi, est-ce que tu tapais tes potes avec la flûte? C'est une catastrophe, hein. Il y a vraiment des années où j'avais 0 en physique et 0 en art plastique. J'avais vraiment 0 sur le bulletin. Et donc, je redouble en 4ème et je me retape, tu sais, des gens qui ont un an moins que moi, mais quand t'es au collège, t'as l'impression que c'est. T'as redoublé ta 4ème? Ouais, ma 4ème, j'ai redoublé parce que sinon, ils m'ont envoyé en 3ème PVP, ma mère était pas d'accord. Moi, j'ai redoublé mon CE1, moi. C'est vrai? C'est un truc de dingue que tu nous apprends là. Ma mère, elle a menacé de mort le directeur. On a vécu la même scène. Moi je rentre, je dis à ma mère, je vais en 3ème PVP, elle me dit mais qui t'a dit de faire ça? Moi je dis bah c'est le proviseur. Elle me dit mais je suis pas d'accord. Bah, je dis bah si, c'est signé avec la conseillère d'orientation, enfin de désorientation d'ailleurs, et le principal. Et le lendemain matin, elle a débarqué, elle a menacé tout le monde. Et donc j'ai redoublé. Ah, moi, ma mère, c'était une catastrophe, donc elle m'a changé d'école et tout. Et c'est ouf, hein, parce que mec, ta mère et la mienne, j'ai l'impression que c'était vraiment les mêmes. Oui, c'est des vrais darons. C'est des darons d'avant. Ah oui. C'est pas les meufs d'aujourd'hui, frère. C'est les darons d'avant. C'est des femmes, il y a un problème, il y a une guerre, il y a un truc, elles prennent la calache. Moi, je suis là à chaque fois. Nathalie pose ça pour
de merde, on va aller en prison. Ça m'est déjà arrivé, vraiment. T'as dit quoi? Arrête tes conneries. Donc ouais, je repique bien ma quatrième et puis finalement là tu vois je prends une claque parce que je me retrouve avec des gens qui ont un an de moins que moi, c'est pas grand chose, mais quand t'es au collège, un an de moins que toi, t'as l'impression que c'est le bout du monde. Tu vois. Donc je prends une claque et je me dis bon on va être un peu sérieux, donc je passe ma quatrième, ma troisième, je vais au lycée général et puis tu sais moi j'ai toujours été un peu feignant à l'école et je m'étais dit je vais faire le bac le plus simple. Il y avait S, L, littérature, ES et puis STMG à l'époque, ou STG je crois ça s'appelait. Et moi je m'étais dit je vais faire STG, tu vois, ça fait un bac général mais pas trop dur à avoir. Et puis finalement ils se sont un petit peu tous ligués contre moi et j'étais vraiment devenu très bon dans les matières scientifiques. Et du coup ils m'ont dit faut que tu fasses une première scientifique quoi. Puis j'ai fait un bac scientifique finalement. Ah, t'as fait bac S? Ouais j'ai fait un bac S. Ouais. D'accord. Ça pour nous quand on était en mécanique moto, c'était vraiment genre les gens qui faisaient des bac S, on se disait oh là là c'est qui c'est Narvalo là. Ouais c'est vrai que la majorité c'est des Narvalo. Mais il y avait toujours une exception comme moi tu vois. Tu te demandes qu'est-ce qu'il fait. Ouais, les gens ils se demandaient ce que je faisais là tu vois. Et t'as eu ton bac S? Ouais j'ai eu mon bac scientifique ouais. Et après toujours feignant quand t'es en terminale faut que tu choisisses. Non toujours feignant en gros à la troisième ils arrêtent. Non en vrai j'ai eu le bac S avec parce que j'ai un cerveau qui tourne pas trop mal tu vois. Mais après c'est vraiment arrivé dans le supérieur où j'ai vraiment découvert le fait qu'il fallait vraiment bosser tu vois. J'étais un petit peu feignant donc quand t'es en terminale tu choisis ce que tu vas faire plus tard en post-sup et soit tu vas à la fac, soit tu fais un BTS, soit tu fais un truc qui s'appelle une prépa tu vois. Et ouais, mon ex avait fait ça. Elle avait fait une prépa veto. Ah bah BCPST ça s'appelle. Ouais BCPST c'est ça. Exactement. T'as pas fait ça? Non j'ai pas fait ça. Ah oui d'accord, je me suis dit j'apprends un... Moi il y en a qui voulaient que je fasse justement une prépa maths physique tu vois, mais moi c'était mort parce qu'on m'a toujours dit en prépa tu vis pas pendant 2 piges, c'est école et après tu fais tes concours quoi. Parce que grosso modo la prépa te prépare pour passer des concours. Je me rappelle parce que moi j'ai vécu vraiment ça avec mon ex à l'époque, c'était un taf de dingue mais... Ils font que réviser tout. Ouais et elle sortait des 19 sur 20, des trucs de fou quoi. Ah ouais mais ça m'étonne pas mais Et elle était trop forte. Moi je voulais m'amuser, faire du foot, faire de la moto tu vois. Moi j'ai toujours été comme ça, quand je rentre le cartable je le jette dans l'entrée, je le reprends le lendemain matin tu vois. Et eux ces gens là ils bossent jusqu'à minuit, 1h du matin, j'étais fatigué et tout, non c'est une horreur. Et donc je veux pas faire de prépa et je finis par aller à la fac. Donc je fais une fac de maths physique chimie à Angers, j'arrive en première année et là on nous dit ouais il y a 30% des élèves qui passent, le reste ça saute soit parce qu'ils étaient là un petit peu par défaut, soit parce qu'ils ont pas le niveau tu vois. Donc ça m'a fait flipper un peu. Et donc je me mets à bosser mais je bosse que le midi tu vois. Le midi je vais à la bibliothèque universitaire et je bosse entre midi et 2 parce que je reste toujours un peu feignant. Le soir je veux que mon cartable il reste dans l'entrée tu vois. Et donc ça me permet d'avoir de bonnes notes. Je passe ma première année, ma deuxième année et puis finalement je fais une troisième année. Moi je commence à vraiment kiffer la physique. Depuis la seconde en fait il y a un prof qui s'appelle Monsieur de Bercy, on a toujours des profs comme ça. Monsieur de Bercy en seconde il m'a fait kiffer la physique. Et donc j'ai toujours vraiment voulu faire de la physique à fond. Et donc en troisième année à la fac, je finis par faire une licence full physique, tu vois, maths et physique. Donc une licence après la fac? Une licence 3 en fait, si tu veux quand tu rentres à la fac, tu fais licence 1, licence 2, licence 3. Ça c'est toute ta licence, une licence c'est en 3 années. Et après tu fais un master 1, master 2, c'est ce qui fait que tu as un bac plus 5 à la fin, tu vois. Et donc je fais une licence de physique que j'ai, tu vois. Et puis maintenant faut que je choisisse ce que je vais faire en master. Ça c'est le moment où on se rencontre. Et donc il faut que je choisisse ce que je vais faire en master. Mais moi ce qu'ils font à Angers, parce que j'étais à Angers à cette époque-là, en master c'est de la physique optique, électronique et tout. Moi je trouvais que c'était pas de la physique, j'aimais pas ça. Moi je voulais plutôt faire soit de la physique de l'infiniment grand, donc tout ce qui était astrophysique, soit de la physique de l'infiniment petit, donc tout ce qui est physique quantique, etc. Et j'avais un prof, tu vois, c'est toujours la même chose, il y a toujours un prof qui te marque. Et j'avais un prof qui s'appelait Michel Chrysos, qui était un grec avec un accent qui était très marrant, qui avait fait Polytech, lui c'est un génie, il a écrit des bouquins et tout, des trucs de dingue, un théoricien, tu vois. Et lui m'a poussé à faire plutôt de la physique quantique. Et donc j'ai découvert qu'il y avait un master de physique quantique à Nantes. En fait c'est comme ça que je suis parti à Nantes. Et j'ai fait un master en physique atomique et subatomique, un master 1, tu vois. Ouais. Là il y a tous les gens qui se disent ah il a fait ça. Ah il est pas gogol en fait. Parce que franchement, on va trouver une photo où t'es sur ta crosse avec ta petite sacoche, ton maillot de foot du Dortmund sur ta RM. Quel guidon comme ça. Faut pas juger Un livre à sa couverture. Oui. Non mais ouais, moi j'étais toujours, c'était casquette, jogging, sacoche et puis on va faire de la motocross quoi. Trop bien. Et moi pour moi c'était pas un crime de faire ça, tu vois. Ben bien sûr. Et moi. Et alors master, donc bac plus 5. Donc master bac plus 4 et bac plus 5, j'arrive à Nantes en master 1 et puis là premier semestre ça se passe super bien puis après en fait ça me plaît plus, j'en ai marre, j'ai plus de thunes pour continuer mes études. Ouais parce que là ça se passe comment master quand tu fais des études loin comme ça, t'as quand même des... Bah quand j'étais à Angers, j'étais chez mes parents. Ouais, t'as une petite bourse, tu vois, je sais pas, je devais 350 balles, tu vois. Ah par mois. Ouais, faut que tu te nourrisses, faut que tu te loges et tout, tu vois. Donc j'ai réussi à tenir parce que tu vois, j'ai toujours bossé moi depuis tout petit, j'ai fait les maraîchers, j'ai fait plein de trucs, j'ai fait les usines Valeo, la fromagerie à Angers. Tu peux pas faire en même temps. J'avais un petit peu de sous de côté si tu veux. Et donc mes 350 balles me servaient à survivre et je remettais à chaque fois de mes économies. Sauf qu'à un moment donné, j'avais plus de thunes, tu vois. J'ai dépensé mes économies et là bah mec, faut que tu payes ton loyer. Donc en fait, qu'est-ce que je fais? Bah je finis par arrêter le master 1 et je vais bosser dans une usine à l'Athènes à Nantes.
C'est une usine de fumisterie, ils font tout ce qui est tuyaux de poêle. Un tuyau de poêle. Des tuyaux de poêle et tout. Et je bosse là-bas pendant une pige. Je me réinscris au Master 1 l'année suivante. Sauf que finalement je continue de bosser, j'y vais pas, et puis je me dis en vrai au bout d'une pige et demie, je me dis en fait ça me plaît pas du tout, ça faut que je retourne bosser, tu vois. Faut que je retourne à l'école, pardon. Et donc je retourne et je m'inscris, mais en fait trop tard. On est mi-juillet, les inscriptions sont arrêtées depuis le 9 juillet, le directeur du département de physique il m'appelle, il me dit non mais en fait vous êtes inscrit trop tard, c'est mort, tu vois. Il me dit en plus de ça, je vous ai déjà inscrit 2 fois en master 1, vous voulez retenter une 3e fois, pourquoi je vous donnerai votre chance? Je dis là je me dis mec, faut que je fasse ma déballe de commercial, faut que je le rencontre et que je le pisse dans le cerveau, tu vois. Et donc c'est ce qui se passe, et puis il finit par accepter de me réinscrire une 3e fois en master 1, là j'avais des thunes et tout, donc j'avais pu travailler un peu, j'en avais économisé. Donc là, je suis tranquillement, tu vois, je peux dédier mon cerveau qu'à mes études. Donc je repasse mon master 1, enfin que le 2e semestre, que je valide. Et puis après, je vais en master 2, j'avais trouvé une alternance et tout. Il faut que tu valides le master 1 pour aller dans le 2. Mais pire que ça, tu sais ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai validé mon semestre 1 du master 1, mon semestre 2 du master 1. Donc je peux aller en master 2. J'avais trouvé, mon master 2, il était en alternance, j'avais trouvé une alternance chez Orano, anciennement Areva, tu vois. Donc une alternance de ouf, tu vois, dont tout le monde rêverait. Mais mec, j'ai un problème, je peux pas passer en master 2. J'ai pas de stage. J'ai pas eu mon stage. Et là, je me dis, putain, c'est pas possible, mec, je suis maudit, tu vois. Genre, au bout de 3 fois, je vais bien pouvoir y arriver. Et je vais voir un mec, c'est la 3e personne qui m'a un peu marqué dans mon cursus, c'est Olivier Ravel, c'était le directeur du département de physique à Nantes. Et je vais le voir, je dis, monsieur Ravel, j'ai pas de stage, j'ai mon alternance pour l'année prochaine, je peux passer en master 2, j'ai tous mes trucs qui sont validés, mais j'ai pas de stage. Et il me dit, ouais, je sais pas quoi te dire, tu vois, j'ai pas de sujet de stage pour toi. Au moment où je pars, il me dit, attends, j'ai une petite idée. Et en fait, il me dit dans nos placards, on a commandé il y a 2-3 ans un télescope et c'est toujours dans des cartons, on sait pas comment ça fonctionne, ça n'a jamais été utilisé. Et en gros, T'as fait ton stage là-bas? est-ce que ça te dit de faire ton stage sur ça? C'est pas de la physique quantique, mais c'est de la physique quand même. Est-ce que ça te dit d'essayer de faire Ça, je m'en rappelle parce que je vois Khalid, il m'envoyait des vidéos du truc. Tu crois qu'un télescope, c'est un machin comme ça qui est le long de la fenêtre, puis tu guettes dedans comme ça, et puis tu vois les planètes. J'aime trop comment Lucien voit les choses. Et lui, il m'envoyait des fils partout. Il était sur un PC, après il branchait un espèce de machin comme t'as au bout de la caméra, là, d'objectif. C'est des caméras. Et après, c'est il rebranchait des fils et des trucs et des machins. T'as l'impression qu'il fallait un groupe électrogène. Tu te dis, mais c'est quoi ce bazar? Comment c'est trop compliqué de faire fonctionner un truc comme ça? Et donc Olivier Ravel, il me propose de faire ça. Bah tu vois, il m'aurait dit, tu nettoies les chiottes du département de physique pendant 2 mois, ça te fait un stage. Moi je l'aurais fait, je voulais passer en master 2 quoi. Et donc je le fais et c'était super intéressant en fait, si tu veux. Le stage c'était quoi grosso modo, parce qu'après on va rentrer dans un truc très compliqué, mais c'était l'étude de la lumière qui arrivait des astres, tu vois. Grosso modo ça s'appelle de la spectroscopie astronomique. Tu étudies la lumière qui vient des soleils, des planètes, etc. Et en fait, si tu veux, tu étudies cette lumière-là à travers un télescope et des caméras. Et puis ça te donne un spectre. Et puis en fonction de ce que tu trouves sur le spectre, tu comprends des choses sur comment est composée la planète, comment est composé le soleil, quel type de soleil c'est, quelle année, machin, enfin plein de trucs comme ça, quoi. Et donc je l'ai fait, je l'ai validé. Ça m'a permis de pouvoir passer en Master 2. Et donc là, je fais mon Master 2 en alternance. Chez Orano à Cherbourg, que j'ai validé haut la main avec 15 de moyenne, j'étais heureux, tu vois. Et c'était la fin des études, mec. Et alors, est-ce que quand tu fais un cursus, on va dire classique, parce que moi j'aurais pu avoir un bac plus quelque chose. Oui. Bon, moi j'ai fait bac plus 2, mais bon déjà c'était inespéré que je fasse ça. Je te rassure, moi aussi. Moi mes parents ils se disaient, ce mec-là il va écrire des thèses, c'est pas possible. Il a fait un bac plus 2. Dans notre cursus c'était. C'était très professionnalisant en fait. Ouais, est-ce que toi ça te débouche quand même sur plusieurs voies possibles ce que t'as fait? Alors moi si tu veux je fais un master en physique atomique subatomique, pourquoi? Parce qu'à la base je m'étais dit moi je vais aller plus loin, je vais faire une thèse. Moi je me voyais pas bosser en fait. Moi j'aimais tellement la physique que je voulais vraiment faire que de la physique toute ma vie. Et donc je m'étais dit je vais faire une thèse, après un postdoc, et bah là en fait ça fait un bac plus 10. Et puis après en fait t'es enseignant-chercheur. C'est-à-dire que ton métier, les profs que moi j'avais à la fac c'est des enseignants-chercheurs, tu vois. En fait la moitié de leur taf c'est d'enseigner aux gens à la fac, et l'autre moitié c'est de faire de la recherche, tu vois. En général ils bossent pour le CNRS, des trucs comme ça, tu vois. Et donc je m'étais dit je vais faire ça. Et puis bah finalement tu vois c'était un peu compliqué le master 1 comme j'ai expliqué. Et je me suis dit en fait non, vaut mieux que j'aille bosser, à un moment donné il faut que j'aille ma vie, tu vois. Et donc j'ai fait un master 2 professionnalisant. En alternance, tu vois. Mais en Master 2, il y avait 3 filières. Il y avait la filière pour faire une thèse derrière, tu vois, le truc très théorique. Il y avait celui que j'ai fait, moi, DMN, ça s'appelle démantèlement et modélisation nucléaire. Donc ça te permettait de faire de l'ingénierie nucléaire. Tu aurais pu quand même ouvrir plusieurs portes dans le nucléaire. Ouais, bah j'aurais pu être physicien nucléaire. Donc j'ai fait mon bac plus 5 chez Orano en alternance, tu vois. Et en gros, si tu veux, mon job c'était de faire des scénarios de démantèlement d'installations nucléaires. Parce que si tu veux, grosso modo, dans le nucléaire, t'as 2 choses. T'as le avant et t'as le après. Le avant, c'est tout ce qui va être mining. Tu vas retirer l'uranium dans les mines, tu transformes l'uranium, tu le mets dans des crayons, tu fais des assemblages, ça te donne un cœur de réacteur. Une fois que t'as les crayons, tu le mets dans une centrale nucléaire et tu brûles ce combustible pour faire de l'électricité. ils envoient les neutrons. Ils envoient exactement. Ils font tout éclater. Exactement. Lâchent
la chaleur, elle passe dans l'eau, ça fait bouillir l'eau, ça fait tourner une turbine. Exactement. Et la turbine, au bout, il y a un alternateur, ça fait l'électricité. C'est exactement ça. Voilà. Donc ça, c'est tout ce qu'on appelle l'aval du cycle. Non, l'amont du cycle, pardon, c'est avant. Et une fois que tu as brûlé ton combustible, faut en faire quelque chose maintenant du combustible. Parce que déjà, tu vas plus le brûler, il n'y a plus de carburant dedans. Le petit crayon, c'est le truc fluo qui tombe dans le col de Homer Simpson, dans le générique. C'est ça, hein. C'est le truc vert. Ouais, ça, ouais. Il m'a dit c'est bleu. Non, en fait, ça a plusieurs couleurs, ça dépend à quel moment du processus. Mais grosso modo, tu sors ton truc du réacteur. Oui, parce que il y a le sortir des mines, l'extraire, le mettre dans faire tourner la centrale nucléaire. Ouais. Et en fait, après, c'est pas juste une étape de démantèlement, on dépollue le bordel. C'est très compliqué, c'est sur des dizaines d'années. Voilà, donc tu sors ton cœur de réacteur, tu en remets un neuf dedans, c'est reparti, la centrale elle fonctionne. Et puis ce truc là que t'as enlevé, il y a 96% des déchets dedans qui sont revalorisables. Il y a 4% de tu m'avais dit, c'est ça, il y a 4% de déchets ultimes. Et les déchets ultimes, c'est des trucs que tu vas mettre après avoir traité, tu vas les mettre dans des assemblages et tu vas les enfouir. Mais et les piscines? Les piscines, c'est pour refroidir ton Ah, quand il sort de la... refroidissement en chaleur et puis surtout en radioactivité. Parce qu'en fait, plus t'attends et plus la radioactivité elle diminue. Quand tu le sors de la centrale nucléaire, tu le mets dans l'eau. Tous les assemblages, ils sont tous stockés les uns à côté des autres, avec une distance bien évidemment entre chaque assemblage, parce que sinon tu peux faire un départ de réaction en chaîne. Non. Si tu mets un cœur de réacteur trop près d'un autre, parce qu'en vrai, eux ils émettent des neutrons. Et comme je t'avais déjà expliqué, c'est le neutron qui vient casser des atomes. Et donc en fait, si tu en mets des assemblages trop près, tu peux faire ce qu'on appelle une réaction surcritique, et donc ça part en... Tu peux rien maîtriser. Orano d'ailleurs, si tu veux, c'est un truc qui est super intéressant. Orano, il est propriétaire de l'uranium du début à la fin. C'est-à-dire que par exemple, au Japon, aux États-Unis, etc., parce qu'on est les seuls à vendre de l'uranium quasiment dans le monde, à toutes les compagnies qui bossent là-dedans, et quand ils ont fini leur cœur de réacteur, par exemple au Japon ou je ne sais où, quand ils l'enlèvent, ils sont obligés de nous le renvoyer en France. Et l'autre, s'il se couche, le camion sur la route? Ouais, c'est chaud. ça Et doit c'est être mis dans des mis dans des transports de ouf, c'est ventilé et tout pour pas que la chaleur, tu vois, c'est très très compliqué. Et donc moi je bossais dans la seule usine au monde qui fait ce truc-là, le retraitement du combustible usé. Ouais, on se rend pas compte parce que en gros, il y a des métiers comme était le tien, c'était en gros le démantèlement. Ça veut dire que toute une carrière, tu vas travailler sur le fait de comment mieux anticiper la suite d'un produit nucléaire qui a été utilisé. On se rend pas compte, on se dit c'est fini, là tu mets ça là, l'autre tu l'enterres et terminé. En fait c'est tout un truc de malade quoi. Tu l'enterres, enfin il y a de l'enfouissement, mais tu sais par exemple l'enfouissement, on appelle ça avec réversible. C'est-à-dire que c'est pas définitif. Tu te laisses la possibilité que dans les générations futures, ils aient trouvé une solution pour qu'on puisse traiter ces déchets-là. C'est du marketing, ça. Oui, ça c'est du marketing. C'est du marketing, C'est ça. du marketing. Ah oui, alors on l'enfouit, mais un jour, on les rend les bras. Donc cette usine qui est unique au monde, il y a 3 usines sur le site de La Hague, UP2400, UP2800 et UP3. Et UP2400 c'est la plus vieille, elle a été faite dans les années je pense 50, 55 tu vois. Et donc dans les années 90, elle a été arrêtée. Et donc tu as une loi en France qui t'oblige, quand une installation nucléaire a été arrêtée plus de, je crois c'est 1-2 ans ou un truc comme ça, tu es obligé maintenant de la démanteler, tu peux plus la relancer. Et donc moi je bossais sur le démantèlement de l'usine UP2400. Ah donc les petits robots ils rentraient dans les trucs nucléaires. C'est ça, en fait, si tu veux, cette usine, il y a plein de cellules, des cellules, on appelle ça des cellules 700, 800, 900. Les 800, c'est les oranges, les 900, c'est les rouges où tu peux vraiment pas rentrer, et les 700, c'est plutôt des cellules vertes, tu vois. Et donc, il y a plein de chambres et tout, donc faut que tu démantèles tout le bâtiment. Et qu'est-ce qu'il faisait le petit robot qui rentre dans un truc où un humain il peut pas y aller? Parce que moi, ce que je me rappelle, c'est Ralid, il me dit gros, il y a des petits robots qu'on pilote, et le petit robot, pour moi, il allait dans le cœur du réacteur, ramasser les déchets, et il m'a dit une fois qu'il a ramassé des déchets, il a tellement pris de radiation qu'il est mort le robot. Ouais, c'est ça, il y a beaucoup de robots qui restent dans les... Mais comment ça se passe? Ça sert à quoi? Parce que s'il nettoie avec un petit robot et que le petit robot il meurt ici, il pollue le petit robot. Oui. Alors, si tu veux, grosso modo, quand tu vas faire ton scénario, quand tu fais un scénario, c'est pas juste comment tu vas faire. Un scénario, c'est plein de choses. C'est comment tu vas faire, combien de doses les gens vont prendre, parce que tu es dans un environnement qui est radioactif. Donc tu prends de la dose, tout prend de la dose, tu vois. Tu rentres un tournevis, il a pris de la dose, il a potentiellement de la contamination dessus, donc tu peux pas le ressortir. Enfin, tu vois, c'est très compliqué. Faut que tu dises combien de personnes tu vas mettre, combien de temps, combien de doses ils vont prendre, combien de déchets tu vas générer, les filières de déchets que tu vas générer, qu'est-ce que tu vas en faire derrière, et pour finir, évidemment, le coût. Voilà, c'est quoi de faire un scénario de démantèlement. Ça, c'était ton taf. Ça, c'était En gros, ton taf, c'était de faire un giga devis, quoi. Un giga de vie, ouais, c'est ça. Et ça coûte quoi, un devis comme ça? Tu sais, par exemple, j'ai voulu faire ça va rejoindre un petit peu ce que tu me demandais, à quoi il sert le petit robot. Quand ça fait 50 ans que la cellule rouge, la cellule 900 qui est radioactive, entre guillemets rouge, où tu peux pas aller et que t'as pas ouvert depuis 50, 60 ans, bah tu sais plus comment c'est dedans. Donc il faut envoyer faire des investigations.
Et donc pour faire des investigations, tu vas faire un carottage, tu vois, dans le génie civil. Et là, tu vas rentrer, par exemple, je sais pas moi, un robot. Et donc les robots, ils servent à faire des investigations pour commencer, tu vois, pour aller voir comment c'est. Tu envoies une caméra, tu envoies, par exemple, il y a eu une coulure le long d'un mur, tu te demandes ce que c'est, comment ça se fait qu'il y a eu une coulure. Tu envoies ton petit robot, il va récupérer, gratter un petit peu d'échantillons, le ramener et pour l'analyser. Et comme ça, tu comprends qu'est-ce qu'il va y avoir à cet endroit-là et qu'est-ce que potentiellement il va y avoir dans cette pièce-là. Comme ça, tu peux savoir la dose qu'il va y avoir, les déchets que tu vas générer, etc., etc. Et donc, les robots dont on parlait, justement, ils servaient à faire des investigations dans un premier temps. Et il y a des robots aussi qui te servent pendant le démantèlement. Tu vois, tu as des robots qui rentrent, qui ont des petites pelles, qui ont des Mais il y a un Yann. Mais non. Bah si. Mais il y a un Yann qui assemble ça. Oui, c'est ça, exactement. Et c'est une marque. Mais il y a des mecs dont le métier, c'est juste de piloter ça. Parce que moi, je l'ai jamais piloté, ce truc-là. Moi, je disais. Et c'est comment la télécommande et tout? Ah, bah, j'imagine que c'est comme les trucs de. Il y a vraiment une petite télécommande. Ah oui, t'as vraiment une petite télécommande, des mecs qui sont comme ça, avec le truc autour du cou, comme les mecs de l'aviation. Non, t'es sérieux? Si. Incroyable. Il y a des fois où, par exemple, si, je sais pas, disons que le mur est là, tu peux faire un carottage ici, donc tu ouvres, et puis tu sais que t'as des trucs à couper juste derrière. Mais en fait, ce que tu fais, c'est que tu vas installer un bras téléopéré. Et en fait, il est le long du mur. Et en gros, toi, tu vas pouvoir mettre ta main dans le bras téléopéré et travailler à l'intérieur de la cellule, tu vois. Ah si, il y a des trucs de dingue. Et donc moi, ouais, j'ai fait ça pendant 1 an en alternance. Après, j'ai fini mon alternance. J'ai mal vécu le fait d'être à Cherbourg parce que c'était la campagne profonde. J'étais sur la pointe. Il y avait rien à faire. La limite, c'était que mon téléphone, en fait, il croyait que j'étais sur Guernesey ou Jersey. Et en fait, je faisais du hors-forfait des fois. Je crois que j'étais en Angleterre, le truc. L'horreur. Et donc j'ai fini mon alternance. J'ai dit terminé, je me casse, je reviens plus ici. Et puis je finis par postuler à Paris. Je me rappelle, c'était à notre retour de la Turquie quand on a fait notre greffe. Pour être pilote de chasse. Non. Ah oui, putain, c'est vrai qu'il y a cette histoire-là aussi, si tu veux. Je postule chez VNS, Veolia Nuclear Solutions, à Paris. Et là, c'était intéressant, tu vois, j'ai fait du démantèlement pour le CEA, le commissariat à l'énergie atomique, à Paris-Saclay. Et j'ai bossé un peu pour eux. Et puis, c'était le Covid à cette époque-là à Paris. Et donc, c'était la galère, tu pouvais rien faire. Et moi, je m'étais dit, mais en fait, si c'est pour galérer comme ça à Paris, je préfère galérer comme ça à Cherbourg. Et je me suis dit, je vais retourner. Parce qu'en fait, si tu veux, Cherbourg, c'est un petit peu le lieu où il y a beaucoup de travail à pourvoir autour du nucléaire. Donc je me suis dit, en vrai, je préfère retourner là-bas, pouvoir d'achat plus intéressant. T'es à la campagne, tu peux vivre un petit peu plus souplement qu'à Paris, tu vois, avec le Covid. Et donc, je fais 6 mois à Paris, et puis je finis par être embauché à nouveau chez Orano, mais dans une autre business unit. Moi, j'étais chez Orano Démantèlement et Services, et là, je passe chez Orano Projet. Orano Projet, c'est beaucoup plus en amont. Des projets, tu vois. D'accord. Donc je finis par retourner à Cherbourg et puis je rebosse à Cherbourg pendant toutes ces années avant que j'arrête complètement. Et ouais, l'histoire de l'avion de chasse, en fait, c'était j'étais en Master 1 à cette époque-là et à l'époque, je me rappelle, c'était sur Snapchat, il y avait des pubs de l'armée qui passaient et c'était l'armée de l'air. Et ça disait quel métier vous pouvez faire dans l'armée de l'air. Et je m'étais dit, je suis curieux de voir ce que c'est, tu vois. Parce qu'en fait, à la base, en 2e année à la fac, moi, j'avais fait une sorte de petite prépa intégrée et je m'étais inscrit au concours de l'ENAC, l'École nationale de l'aviation civile. Mais vu que j'avais pas de thunes, fallait y aller pendant 2 jours, fallait payer l'hôtel, fallait payer la route. Bon, au final, en fait, j'ai pas été au concours. Et donc en 3e année, je me rappelle quand je suis revenu à la fac, mon prof il m'a regardé, il m'a dit qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit j'ai pas été au concours, fallait payer. Moi je savais pas qu'il fallait payer. J'avais pas de thunes moi pour faire ça, tu vois. Il m'a dit mais vous êtes pas sérieux, on a fait la prépa pour rien et tout. Il était fou, tu vois. Et donc en master j'ai ce truc là sur Snapchat et puis je regarde, je tape mon nom, mon prénom, ils te posent plein de questions et tout, tu vois. Et puis ça dure genre 10 minutes. Et à la fin, ils disent, dans l'armée de l'air, vous auriez pu être, et rentrez votre mail pour savoir. Alors je me dis, vas-y, j'ai fait le truc pendant 10 minutes, allez, je rentre mon mail, tu vois. Et en fait, ton mail, c'est pour qu'il te rappelle derrière et tout. Et en fait, ça dit que j'aurais pu être pilote de chasse. Et après, je suis rappelé par le régiment du Mans ou un truc comme ça. Puis ils me disent faut qu'on se rencontre et tout, vous avez postulé chez nous. Je dis on s'arrête tout de suite. Moi j'ai pas postulé chez vous les gars. À la base j'ai fait un truc marrant sur Snapchat et au final il fallait donner mon mail, vous m'appelez parce que vous avez mes coordonnées quoi, mais c'est pas du tout le truc. Ils disent ça vous dirait pas qu'on se rencontre quand même et tout. Puis je me dis écoutez si vous voulez, mais par contre je viens pas au Mans. Moi j'avais pas de thunes tu vois à cette époque là, je pouvais pas me dire faut que je paye 2 fois un péage à 10 € pour aller au Mans, plus 40 € d'essence tu vois. Donc je dis à la rigueur si vous êtes sur Angers pourquoi pas. Et là il m'avait donné un rendez-vous à Lafayette. Et j'avais rencontré un mec de l'armée de l'air. Et je me rappelle, on était devant ta porte d'entrée, chez toi, et il t'harcelait. Ouais, il m'harcelait. Il l'appelait parce qu'il se dit, putain, le mec, il a les bons yeux, il a le cursus, là, le machin, il veut pas venir. Je les avais rencontrés au mois de juin, il m'avait donné un dossier, il m'a dit, si tu veux le faire, c'est avant le 6 septembre, tu me redonnes. Si tu veux pas, tu me le redonnes pas, quoi. Réfléchis de ton côté, et puis voilà. Puis finalement, j'ai réfléchi. À l'époque, il y avait pas mal, tu sais, la guerre en Libye et tout. Je m'étais dit, c'est toujours un truc. Tu es des méchants, je suis grave chaud, mais on sait que malheureusement, quand tu jettes des trucs, souvent tu touches des innocents. Et puis je m'étais dit, en vrai, je pourrais pas le faire et tout, donc je leur donne pas le dossier. Et je rentre de vacances. Mais moi, j'avais enlevé ma puce française, vu que j'étais à l'étranger pour pas faire de forfait. Et je rentre et je remets ma puce française. Et là, j'ai des messages vocaux, mec. Le premier, c'était
vous nous avez pas encore ramené le truc, le dossier, il faut le ramener et tout. Et puis moi j'étais en train de me dire mais attends, mais il m'a dit ramène-le si tu veux le faire, ramène-le pas si tu ne veux pas le faire quoi. Donc je le ramène pas, c'est que je ne veux pas le faire. Et après deuxième message vocal encore un peu plus froid et troisième message vocal, mec j'ai cru que j'avais déserté l'armée, qui était chez moi en train d'attendre. Ouais, je me rappelle. J'ai flippé. Et puis du coup je me suis dit, en plus c'était un engagement de 10 ans, le premier engagement. Et après moi je dis à Khalid, bah tiens vu que là vu que tu viens de finir quelque chose, tu veux pas me dépanner 2 mois? Ouais c'est ça. En fait j'en avais marre de Cherbourg, j'en avais marre de mon supérieur, j'avais envie de lui arracher la tête. Ouais. Et je m'étais dit faut que je me casse d'ici avant que j'en tue un. Le truc c'est qu'en fait si tu veux les gens rêvent du poste que j'avais. Alors que moi je me torche le cul avec, tu vois. Ouais. J'en avais rien à cirer, tu vois. C'était intéressant mais pas passionnant en fait, c'est pour ça que j'ai arrêté. Le démantèlement en fait ça va te coûter de l'argent, ça va pas t'en ramener. Ouais. Donc en fait quand tu présentes des projets dans le démantèlement nucléaire, la majorité ils en voient pas le jour, tu vois. Moi genre quand j'étais en 2019 je crois en alternance, j'avais bossé sur un truc, j'avais eu un accord et tout pour avoir 8 millions d'euros pour un projet. Il m'avait été accepté le truc, j'étais passé en codir et tout, un truc de ouf. Et quand je suis parti après bosser à Paris, je suis revenu après sur nos projets à Cherbourg et j'ai appris qu'en fait tout le truc sur quoi j'avais bossé quasiment pendant une pige, sur quoi j'avais eu le go pour le budget, le go pour le scénario et tout, finalement ça avait été abandonné et tout. Donc en fait c'était que ça dans le démantèlement nucléaire. Tu sais qu'il va falloir tant de personnes, tu sais qu'il va falloir tant de déchets, il va falloir les traiter, il va falloir tant de trucs machin, il me faut 12 millions. Ils disent trop cher. Ok, bah qu'est-ce que je fais? Bah faut optimiser. Donc en fait, qu'est-ce que tu fais? Bah tu reviens dans ton bureau, tu refais des études pendant 6 mois, tu redescends à, je sais pas, tu passes de 12 à 9 millions d'euros, mais tu sais, t'enlèves pas 3 millions d'euros comme ça, tu vois. Tu prends des hypothèses structurantes, tu dis, bon bah si finalement, le truc qu'on voit là-bas à la caméra, c'est pas si radioactif que ça, alors du coup on va faire moins de déchets, et puis ça sera des filières plus cool, et puis machin, et puis truc. Puis en fait, tu enlèves 3 millions d'euros comme ça, tu vois. Ouais. Mais sauf que le truc, en fait, il devient hypothétique ton scénario, tu vois. Oui. T'arrives, je te promets, hein. Tu dis, bon, ok, vous vouliez pas 12, on est descendu à 9. Je te jure qu'ils te disent trop cher encore. Ah ouais. Donc tu reprends encore plus d'hypothèses structurantes, ton truc, il est quasiment infaisable, mais tu reviens, tu leur présentes un truc qui va dans leur sens, ils sont contents, et tu leur dis, il me faut 6. Ils disent, ok, maintenant c'est bon. Ok, vas-y, envoyez les 6. Ah non, on te donne 2 tout de suite, parce que les 4, ils sont en bourse. Tu sais, dans les grosses boîtes comme ça, il y a un pôle financier de malade, où ils font vraiment des petits avec l'argent. Et ils te donnent pas tout l'argent tout de suite. Donc ok pour 6, par contre on te donne 2 tout de suite et on te débloquera le reste plus tard. C'est pour ça que j'ai dit c'était super intéressant, c'est un métier moi qui m'a appris plein de choses. J'ai développé une belle plume, une belle écriture grâce à ça, parce que quand tu rends des documents qui font 300 pages, bah il y a un minimum de sérieux à avoir dans ces documents-là. Ça te développe une manière de voir d'appréhender les problématiques de la vie différemment et tout. C'était super intéressant, mais pas passionnant. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, le 16 novembre 2022 je crois, j'y vais, je pose ma démission, ils s'y attendaient pas du tout. Et puis bah le 16 décembre, je suis libre quoi. Et puis bah au début janvier, toi tu me dis bah écoute je lance Communique, moi j'aimerais bien que quelqu'un s'en occupe, alors est-ce que t'es chaud? Et puis bah je te dis allez Bamos. Voilà. Ça s'est fait comme ça. On a toujours été des relations que amicales, et puis après on a commencé aussi des relations professionnelles. Et en gros, ça a commencé par Communique, notre petite boîte de com où on va proposer notre petit savoir-faire en fait de site internet, de gestion des réseaux sociaux, d'expédition, de fabrication de vêtements, tout ce qui est packaging, colis, autocollants, voilà, infographie, tout ça. Cette petite boîte Communique, en fait, on voulait la mettre en place pour dépanner quelques youtubeurs qui étaient par exemple soit de Paris, soit des endroits où ils n'ont pas de hangar, ils n'ont pas de stockage. Et pour eux, on allait gérer le site internet, l'expédition de leurs colis. Sauf que ça a pris un peu plus d'ampleur. On a eu des youtubeurs, on a eu des chanteurs, on a eu des pilotes de F1, on a plein de gens comme ça qui sont avec nous aujourd'hui. Et du coup, ça s'est développé. Puis moi, je me disais, il faut qu'il y ait quelqu'un quand même qui puisse vraiment me rendre service sur cette boîte. Et je m'étais dit, Khalid, je sais que lui, niveau organisation et tout le bazar, ça va être top. Je lui ai dit, dépanne-moi 2 mois, le temps que je trouve quelqu'un. Et tu sais, ça fait un peu comme Hugo Gillet. Hugo, c'est un très bon pote à moi d'enfance. Et puis un jour, je suis dans mon grenier et je reçois ma commande Essentiel Airsoft, ma première commande sur une palette. Et là, je me dis, ouais, ça va être chaud. Et lui, il arrête son taf et je lui dis, tu veux pas me dépanner 1 mois ou 2? Et puis ça fait 7 ans. Et donc, aujourd'hui, il est dans le magasin et ça fait trop plaisir. Donc ouais, après, Communique s'est bien développé. Aujourd'hui, tu vois, on a bien développé Communique. Il y a plusieurs personnes qui bossent chez Communique. Et on est encore en train de recruter parce que ça se développe bien. Et puis maintenant, ils s'autogèrent. Moi, j'aime bien gérer encore un petit peu tout ce qui est textile pour les créateurs de contenu, tu vois, ou les concours. Tu vois, genre Serge Nuc, il a fait un concours il y a pas très longtemps. C'est nous qui l'avons géré. Aussi bien sur la mise en avant que sur le textile. Sarah Lésiton gère son textile. Et puis on conseille aussi beaucoup de gens, parce que le but c'est pas que les gens nous appellent et nous disent on veut faire du textile, faites-le nous, tu vois. Nous on a aussi un devoir de conseil avant de vouloir gagner de l'argent. Il y a plein de gens qui sont sur YouTube, qui sont sur les réseaux sociaux, qui nous ont déjà contactés. Oui, on leur dit ne fais pas 500 pièces. Ne fais pas, et même des fois ne fais pas du tout, tu vois. Après si tu veux vraiment le faire, on va te le faire, mais vraiment ne le fais pas du tout. Le premier devoir c'est un devoir de conseil. C'est une boîte de com. Et donc on a la chance d'avoir notre boîte qui fonctionne bien pour nous. Donc en fait on n'a pas d'intérêt à essayer de gratter le plus possible. Au contraire, et c'est ça que les gens aiment bien. D'ailleurs merci à tous ceux qui regardent les vidéos de cette chaîne et qui ensuite se disent tiens Communique ça peut être une solution pour moi. On fait aussi des gens qui n'ont rien à voir avec l'influence, avec
internet. Ah oui. Et puis qui ont un site de pêche Bah, c'est ou, ça, de protéines. pêche. Des trucs comme ça, il y a vraiment plein de gens, des gens qui sont isocomblistes, il y a vraiment plein de choses chez Khalid. Et donc ensuite, Khalid il commence à avoir un énorme portefeuille de gens qu'il rencontre que moi je peux pas rencontrer. Et puis il commence à se dire bah tiens, on va organiser des événements, on va organiser la foire boiserie. Et donc ensuite tu montes ta boîte. Et puis ces gens-là avec qui il bosse, c'est des gens qui organisent des événements, c'est des gens qui sont des professionnels dans la lumière, dans les feux artifices comme Atelight qui a fait pour ce concours-là, pour l'ancien, pour lui qui a fait la scène énorme où Rémi l'a rappé dans toutes nos foires. Et puis un jour ce gars-là il t'appelle et dit bah tiens j'ai un projet avec ça. Et puis ensuite toi tu organises des choses pour d'autres gens. En fait à force d'avoir bossé ensemble et d'avoir été sur plein d'événements, en fait je me suis fait un carnet de contacts qui est ouf. Et des fois je me dis wow, les noms qu'on a dans le téléphone maintenant c'est dingue. Et puis en fait il y a des gens qui me demandent des choses et pour qui je bosse, il y a toi aussi pour qui je bosse. Et donc en fait Khalid il est pas tout le temps au château. Non. Parce que les gens ils pensent que genre t'arrives tous les matins. Je suis pas mal au château mais il y a plein de journées dans la semaine où je suis pas du tout là quoi. Il y a des gens qui pensent qu'on se voit Qu'on est à 24 ensemble. Il y a des fois les chats je les vois dans 2-3 jours alors qu'en plus c'est super important. Ils répondent pas à WhatsApp. Je me dis putain mais quand est-ce que je vais le voir? Et puis on finit par se revoir 2-3 jours après. Et donc en fait, pour que les gens comprennent, tu fais un petit peu tout ce qu'il y a autour de YouTube, de la gestion d'un site internet, de le développement d'un projet, de la création d'une société, trouver les bonnes personnes pour certaines sociétés aussi. C'est ça, du recrutement très poussé pour des postes à haute responsabilité pour certaines entreprises, que ce soit les nôtres de notre groupe ou celles du groupe ou de la société d'autres gens. Et donc c'est vachement intéressant parce que tu finis par avoir une appétence pour essayer de vraiment sélectionner la bonne personne, parce qu'il y a aussi des gros enjeux pour d'autres entreprises, pas forcément les nôtres, où trouver une bonne personne, au bout de 6 mois t'as payé très cher quelqu'un avec qui ça va pas, un recrutement ça coûte cher, c'est de l'argent, et donc c'est très poussé d'aller chercher quelqu'un, d'aller chercher vraiment la bonne personne, de faire un gros tri et tout. Donc moi c'est quelque chose que je kiffe maintenant le recrutement, parce qu'en fait je me suis retrouvé tellement de fois de l'autre côté du bureau quand je faisais justement mes entretiens dans le nucléaire, quand je cherchais du taf quoi. Mais il y a eu une période où j'ai dû faire genre 80-100 entretiens, tu vois. Mais c'est énorme, hein. Et donc en fait j'étais devenu tellement à l'aise, et donc je m'étais dit un jour pourquoi pas passer de l'autre côté du bureau, tu vois, ça pourrait être cool. Puis ça a commencé avec toi qui avait besoin de quelques recrutements, et puis après en fait finalement d'autres gens, et puis j'ai développé un petit peu ce truc où je commençais à être à l'aise dans le recrutement, puis j'arrive à avoir un feeling, tu vois, sans forcément trop chercher, tu sens tout de suite si la personne ça va le faire ou pas. Donc j'aime beaucoup faire ça et c'est super intéressant. Ensemble on a commencé vraiment avec les événements. Les événements ça c'est le truc qui prend pas mal de temps aussi. Donc que ce soit les petites boutiques éphémères ou la grosse foire qui commence à prendre vraiment de l'ampleur ce truc là. On fait pas mal de choses aussi autour de l'IMO ensemble, la gestion de chantier. Du recrutement, de la prod pour YouTube, puis plein d'autres choses en fait, à chaque fois on oublie mais... Immobilier, optimisation du logement longue durée, courte durée. Un peu de conciergerie aussi, c'est vrai, je l'oublie. Ouais, se mettre à jour des lois, des nouveaux projets, parce que vu qu'on signe souvent des nouveaux projets, comment on va le mettre en LMNP, en logement vide, en logement meublé, en Airbnb, ça change beaucoup, là ça vient de changer justement, donc ça pour les gens qui ont des projets immobiliers, pensez à regarder, hein, le LMNP, le mobilier, le meublé, le non meublé, tout ça a changé pour les gens qui veulent lancer un projet, faire du déficit foncier, tout ça ça vient de chambouler un petit peu. Et Khalid, il a aussi ce regard-là sur tout ce qu'on fait dans notre groupe à nous, et puis aussi pour d'autres gens. Et puis bientôt on vous dévoilera aussi un petit projet qu'on a tous les deux. On est déjà associés sur certains trucs, mais là on va lancer un super truc ensemble bientôt. Donc on en parlera sur cette chaîne. Ouais. Il y a eu une époque où j'étais trop content de lancer plein de choses, mais moi j'ai lancé plein de trucs, des fois sans même connaître les prix d'achat, sans même connaître les rentabilités, parce que la passion elle prenait tellement le dessus. Ce qui est cool avec toi, c'est que tu réfléchis pas. T'y vas, tu vois. Puis aujourd'hui, t'as le confort pour le faire et ne pas trop subir si ça le fait pas. Mais même quand t'avais pas forcément ce confort-là, tu te disais vas-y, fonce, on essaye, ou ça marche pas, mais vas-y, on perd notre temps à réfléchir. Là. J'ai toujours été prêt à tout remettre en jeu pour pouvoir lancer des projets cool et faire des nouveaux trucs. Et là, c'est vrai que je suis trop content, mais j'aime bien aujourd'hui faire des projets qui sont passionnants, qu'on aime, mais mûrir.
Ouais. bien lancer le truc, pas recruter des gens pour rien, parce que il y a aussi le côté humain où on n'a pas envie de dire ah désolé, finalement notre projet il a pas abouti. Ouais, et puis maintenant, t'as vu, vous êtes beaucoup, hein. Tu peux plus te dire comme à l'époque où vous étiez 4, tu te dis bon, je le recrute et puis ça le fait pas, c'est pas grave, il partira non, quoi. non. Là aujourd'hui, maintenant, tu vois, on peut en parler maintenant, mais il y a le rachat de Graphiocean puisque tu l'as dévoilé. Maintenant, vous êtes dans le groupe, je sais pas, peut-être 80, 90, un truc comme ça. On est plus de 100, Vous êtes plus, 100 maintenant plus de 100 et en tout compris, et quand Graphi est à fond, ça doit monter à 130 personnes. Voilà, donc tu vois, tu peux plus faire un recrutement en te disant bon, j'espère que ça le fera quoi. Faut vraiment que tu fasses que des bons choix. Voilà. Et puis t'as plus trop de temps à perdre malheureusement, donc oui, effectivement, c'est une philosophie beaucoup plus mûre qu'avant. Donc voilà, Khalid il s'occupe de plein de projets, on fait vraiment beaucoup de choses ensemble. Gérer plein de galères aussi parce que entreprendre, faire de l'immobilier, faire des signatures, des visites, des investissements, des choses comme ça, c'est beaucoup de temps de galère. Et donc il est là aussi pour mettre les mains dans le cambouis. Et donc je suis trop pressé aussi parce que comme il vient d'en parler de cette petite boîte Graphi, qu'on a racheté avec Aurélien qui travaille aussi avec nous dans Communique. Oui. Et donc je suis vraiment trop pressé de vous présenter cette boîte qui est passionnante, qui a plein de choses à montrer, à découvrir. Il y a déjà depuis la vidéo du concours des youtubeurs qui sont venus démarcher, enfin pas démarcher mais qui sont venus faire des demandes de devis, etc. Donc merci aussi à ceux qui nous font confiance dès le départ, les yeux fermés en se disant tiens il y a une usine, on a besoin de textile, on y va. Donc il y a des gros youtubeurs là, franchement ça fait plaisir. Je vais leur envoyer des petits messages sur Instagram pour dire c'est cool franchement. S'ils m'envoient pas de messages, ils viennent pas me parler, ils en parlent pas, et ils vont direct au sujet principal et ça fait trop plaisir parce que c'est des gros youtubeurs qui sont aussi entrepreneurs. Et donc c'est hyper flattant que ces gens-là nous fassent confiance sans même nous en parler quoi. Donc voilà, que ce soit de la toute petite entreprise à de la grosse, à des petites demandes ou à des grosses, les amis, Graphiocean, on peut faire tous les procédés de textile en France avec du produit soit 100% français, soit du textile de bonne qualité avec des gens qui sont traités dans des bonnes conditions d'ailleurs, par exemple la Turquie, où les gens sont payés pas au lance-pierre et pas en train de galérer à minuit quand ils ont 7 ans. Donc ça c'est cool, les gens sont bien traités. Le textile de base peut venir de là-bas et ensuite on vient faire un logo, une sérigraphie, une peinture, une gravure laser, on peut faire vraiment tous les procédés qui existent. Et puis sinon on peut aussi faire du 100% made in France, qui est plus cher évidemment, mais qui est répondre à toutes les demandes possibles et imaginables, que ce soit pour l'entreprise, pour YouTube, pour des gens qui ont des projets perso, pour des lancements de marque. Vous pouvez aller voir Graphiocean, les amis. Ouais. Il y a tout ce qu'il faut dans la description pour voir ça. Khalid, merci. Merci Lucien. Abonnez-vous à son compte Instagram. T'as combien d'abonnés maintenant? Je suis en privé. Et toi? Je sais pas, je dois avoir 32 000, un truc comme ça. Non mais je crois que je vais passer en public bientôt, tiens. Eh ben c'est l'occasion. Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir passé les 500 000, maintenant 522 000 sur la chaîne secondaire. Bravo, félicitations. Merci à vous les amis. Si vous avez besoin de textile pour votre entreprise, pour n'importe quelle raison, Graphiocean, c'est dans la description. Si vous avez besoin d'une voiture, la-boiserie.fr, le petit concours encore les amis. Je vous fais des gros bisous. Des conseils sur votre boîte? Des conseils sur votre boîte Communique. Après si vous avez des macarons, les mecs qui arrêtent pas. Les amis, abonnez-vous, c'est hyper important pour qu'on continue ce genre de petites vidéos cool. Et je vous dis salutations distinguées les plus sincères, cordialement. Point. Au revoir. Fort sûr.